Hello, je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Alors je sais que normalement quand vous verrez cette vidéo on sera déjà le 2 avril, mais bon écoutez c'est pas grave. Donc vous allez voir que j'ai fait plusieurs catégories histoire qu'on s'y retrouve un peu mieux, et je propose qu'on démarre tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler. Je vais commencer par la catégorie films et livres, et je vais commencer par vous parler des lectures. Donc ce mois-ci j'ai lu 4 livres et une BD, donc ce qui est pas mal pour moi parce que d'habitude je lis pas forcément autant que ça. Et avant de commencer je tenais juste à rappeler que voilà, la lecture c'est pas un concours de vitesse, c'est pas un concours de nombre de pages. L'essentiel c'est juste de prendre du plaisir dans ce qu'on lit, et c'est ça qui est important. Voilà. Le premier roman que j'ai lu du coup pendant ce mois de mars, c'est celui-ci, All This Time de Mickey Daughtry et Raquel Limpingcott. Donc je suis désolée si j'écorche les noms, mais je sais pas du tout comment ça se dit. Et c'est un roman qui est publié aux éditions Albin Michel. Est-ce que déjà on pourrait s'attarder 2 minutes sur cette couverture? Je la trouve mais tellement belle. Et je dois vous avouer que clairement elle m'a tapé dans l'œil, vraiment c'est ça aussi qui a fait que j'ai flashé sur ce livre dans le magasin. En plus de ça j'en avais déjà entendu parler en positif. Et je sais pas si vous verrez, mais voilà, au niveau de l'arrière, hein, de la quatrième de couverture comme on appelle ça, il n'y a pas du tout de résumé. À part juste la phrase « Peut-on retrouver l'amour quand on a tout perdu ?», qui effectivement résume assez bien le livre, mais du coup je suis quand même allée sur internet pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai trouvé un petit résumé. Au lycée, Kimberly et Kyle forment un couple parfait. Quand la jeune fille annonce à Kyle sa décision de rompre, il est bouleversé au point de perdre le contrôle de sa voiture. En se réveillant le lendemain à l'hôpital, il apprend que Kimberly est morte. L'adolescent perd goût à la vie, jusqu'à sa rencontre avec Marley, qui porte également un deuil. Ensemble, ils tentent de se reconstruire. Donc voilà, c'est un roman qui parle quand même d'un sujet assez difficile, puisque voilà, on parle de deuil, de reconstruction suite à la perte d'un être cher, etc. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce livre. J'ai adoré les personnages, en particulier évidemment Marley et Kyle. Le scénario il est hyper original, il y a plusieurs retournements de situation que moi personnellement je n'ai pas du tout vu venir. C'est un roman qui m'a vraiment beaucoup surpris. Une autre chose aussi que j'ai particulièrement aimé dans le livre, c'est évidemment le message délivré. C'est un message d'espoir. C'est vraiment un livre qui va te faire aimer la vie et croire en l'amour. En plus de ça, l'écriture est vraiment hyper fluide. J'ai lu ce livre vraiment très rapidement. Je crois que j'ai mis une semaine, ce qui est peu pour moi. Et vraiment voilà, énorme coup de cœur, et je peux que vous recommander ce roman. Ensuite on passe sur un autre livre, donc Winterwood, La forêt des âmes perdues. C'est un roman de Shi Euncho. Donc encore une fois la couverture je la trouve assez sympa. Mais celui-ci, ce qui m'a fait en fait le choisir, c'est tout simplement parce que j'ai vu que ça se passait dans un univers donc de magie, de sorcellerie, tout ça, et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'avais forcément envie de retrouver cet univers. Au niveau du résumé, certains disent que les bois de Wickerwood sont magiques, hantés même. Nora Walker, héritière d'une longue lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Toutes les femmes de sa famille partagent un lien particulier avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Olivier Huntsman sur sa route. Lorsque l'adolescente le retrouve gelé au milieu de ces arbres inquiétants, elle n'en croit pas ses yeux. Oliver, c'est le garçon du camp de redressement pour jeunes en difficulté qui a disparu en pleine tempête voilà plusieurs semaines. Il devrait être mort, et pourtant il est là. Vivant, Nora le recueille chez elle et tombe amoureuse de lui. Mais elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'en présence du jeune homme, les bois réagissent étrangement et de se demander comment il a pu survivre à cette nuit de tempête qui aurait dû le tuer. Elle comprend que son nouvel ami cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à tout pour garder ce secret enfoui car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Donc voilà, on est encore une fois sur une super lecture, j'ai beaucoup aimé. En particulier, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'atmosphère, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un livre qui est quand même assez descriptif, mais moi personnellement ça m'a pas du tout dérangé parce que j'ai trouvé que les émotions étaient vraiment très bien retranscrites. On ressent tout, la tension, le suspense, l'amour dans le cœur des personnages, et en particulier forcément dans celui de Nora. J'ai beaucoup aimé les personnages, voilà, Nora, Oliver, et en particulier la sensibilité chez Oliver. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Niveau atmosphère magique, j'ai trouvé ça super parce que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité en fait dans la façon de présenter justement la magie. Parce que en fait c'était pas du too much en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est un livre qui met vraiment en relation la magie et la nature, et j'ai trouvé ça super en fait, ce côté très proche justement de la nature. J'ai trouvé voilà, que ça changeait un petit peu de ce qu'on peut retrouver d'habitude, et par contre la chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'avais légèrement anticipé la fin. Voilà. Pas non plus dans tous les détails évidemment, mais quand même. Mais sachez que ça m'a pas du tout empêché d'apprécier complètement la lecture du début à la fin. Donc voilà, je peux que vous recommander encore une fois ce roman. Ensuite on passe du coup sur un autre roman, Et au milieu coule une rivière de Norman Maclean. Alors
encore une fois la couverture, voilà, design très très simple mais efficace, je trouve super beau. Cette lecture là elle est un petit peu particulière parce que du coup je l'avais commencé il y a un moment de ça, je l'avais lu aux 3/4 et je l'avais arrêté parce que j'avais du mal à continuer ma lecture. Je m'étais dit bon c'est pas grave, ça sert à rien de forcer, tu vas pas te dégoûter de la lecture pour ça, tu vas le mettre de côté et voilà. Et du coup en fait pendant ce mois de mars je suis retombée sur ce livre et je me suis dit tiens, bah, je vais le reprendre et je vais voir si ça me donne envie de le terminer. Ça a été le cas et donc je suis vraiment super contente. Au niveau du coup du résumé, c'est un texte qui raconte l'enfance de Norman MacLean dans les Rocheuses, au sein de paysages magnifiques dont chaque relief transforme en profondeur les êtres qui y vivent. La famille et la nature apparaissent comme les piliers originels de Norman et Paul, le frère adoré, pêcheur hors pair. Un dialogue silencieux s'instaure alors avec les rivières et les montagnes qui apprennent plus que les mots eux-mêmes. Donc c'est un roman que j'ai aimé, voilà, clairement je tenais à le dire, j'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez c'est que clairement c'est une lecture qui pour moi a été donc un peu ardue, je vous ai dit tout à l'heure j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour finir ce livre, mais clairement ça en valait la peine. Pour moi, ce livre, c'est vraiment une ode à la nature, en fait, et aux sensations magnifiques qu'elle offre aux hommes qui savent être en harmonie avec elle. C'est un livre qui traite également de la complexité des relations familiales, donc que ce soit entre 2 frères, entre un fils et son père. Et c'est aussi un livre qui parle voilà, de la difficulté d'aider ceux qui nous sont chers et aussi de la difficulté d'accepter de l'aide lorsqu'on en a vraiment besoin. Comme je vous ai dit, c'est un livre qui est très proche de la nature, donc forcément il est très descriptif et qui plus est, on a des descriptions qui sont très imagées. Donc c'est pour moi ce qui a rendu aussi un petit peu la lecture ardue, parce que j'ai un peu de mal en fait quand il y a beaucoup de pages de description comme ça. Mais du coup, ce qui m'a aidé en fait à vraiment apprécier ce livre, en tout cas à la deuxième lecture, c'est clairement de prendre un peu de distance en fait avec les mots, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et d'essayer de mieux visualiser en fait les images dans ma tête. Donc une chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, et d'une, c'est que c'est un roman qui est édité aux éditions Rivage. Et de deux, il faut que vous fassiez attention parce que le titre du roman a changé. Avant le titre c'était, il me semble, La rivière du 6e jour. Puis ils l'ont renommé Et au milieu coule une rivière, tout simplement parce que c'est le nom en fait du film qui a été adapté de ce livre. Film que j'ai vu il y a des années de ça et que j'avais adoré. C'est aussi ça qui m'a poussée à choisir cette lecture. En tout cas voilà, je suis vraiment contente de cette lecture. Je suis contente de l'avoir lue parce que c'était un peu un de mes objectifs. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une fidélité entre le livre et le film. Et donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Je continue ensuite avec du coup une BD, donc il s'agit tout simplement du tome 4 de l'Odyssée, donc le triomphe d'Ulysse, et c'est en fait une BD qui fait partie de la collection La sagesse des mythes, donc écrite par Luc Ferry. Il me semble que c'est du coup illustré par Clotilde Bruno et Giuseppe Baghera. Je vais vous montrer un peu mieux parce que là il y avait un reflet. Donc voilà, au niveau de la couverture. Et donc du coup c'est publié aux éditions Glénat. Alors faut savoir que moi je suis une amoureuse de cette collection de BD. J'adore la mythologie, c'est une de mes passions, voilà, depuis super longtemps. Et du coup quand cette collection de BD est sortie j'étais trop contente et j'en ai lu plusieurs. Et là du coup c'était le tome 4 de l'Odyssée. Évidemment j'ai adoré cette BD, mais comme toutes les autres BD que j'ai lues de cette collection. Vraiment elles sont toutes géniales. Je peux que vous les recommander si jamais voilà, vous êtes intéressé dans la mythologie. Donc voilà, je tenais absolument à vous parler de cette collection de BD. Au niveau du résumé, du coup, je vous ai pas pris un résumé de ce tome-là, parce que forcément c'est le 4 de l'Odyssée, donc j'ai pas envie de vous spoiler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Mais du coup, je vous ai pris un résumé de l'Odyssée en général. La ville de Troie est désormais aux mains des Grecs. La guerre aura duré 10 ans. Pour Ulysse, roi d'Ithaque, il est temps de retourner dans son foyer et de retrouver sa Pénélope. C'est le début d'un long et périlleux voyage. Un voyage où à chacune de ses escales, sa force, son ingéniosité et son courage seront sans cesse mis à l'épreuve. Car ainsi en ont décidé les dieux. L'Odyssée d'Homère est le récit initiatique par excellence, un conte fabuleux qui confronte un héros à lui-même et au monde qui l'entoure. Ce voyage d'Ulysse, qui va durer 10 ans, est une nouvelle fois l'occasion de retrouver quelques-uns des thèmes fondateurs de la mythologie et de la philosophie grecque, à commencer par la recherche du bonheur et de l'harmonie. Donc voilà, comme je vous ai dit, comme chacune des BD de cette collection, j'ai eu un véritable coup de cœur. Voilà, c'est une perle, tout simplement. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de textes dans ces BD et ça pour moi c'est aussi un point positif. Au niveau des illustrations, je les trouve toutes très très belles. La mise en page de la BD est à la fois esthétique et efficace, donc vraiment c'est tout ce que je recherche. Les BD sont pas non plus hyper longues à lire, donc ça aussi pour moi c'est un point positif. Je préfère lire plusieurs BD et assez courtes plutôt qu'une grosse BD. Donc voilà, je suis vraiment complètement satisfaite par cette collection de BD et j'en achèterai d'autres et je peux que vous recommander de tester si jamais voilà, ça vous intéresse.
Et je termine du coup avec ma dernière lecture de ce mois qui n'était pas du tout prévue d'ailleurs. Il s'agit tout simplement des contes de Biddle le Bard écrits par du coup J.K. Rowling avec des notes du professeur Albus Dumbledore. Donc déjà il faut savoir que moi je suis une fan de l'univers de Harry Potter, hein, voilà, je suis une Potterhead. Et du coup j'ai fini la saga de romans il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas retrouvé l'univers d'Harry Potter en lecture et ça me manquait un petit peu. Et j'avais ce livre en fait qui traînait dans ma bibliothèque depuis super longtemps que je voulais lire, mais à chaque fois j'oubliais. Parce que voilà, c'est un tout petit livre et du coup je pensais pas forcément à le lire. Et du coup je me suis dit, bon bah voilà, on y va. Et j'ai vraiment adoré, voilà, c'est un livre qui se lit super rapidement, c'est tout simplement des contes hein, qui se passent dans l'univers des sorciers, mais c'est des contes. Comme du coup pour les Moldus, on raconterait Blanche-Neige, la Belle au Bois dormant et tout ça. Bah, c'est un peu le même principe, ce sont des contes en fait qui sont racontés du coup aux enfants sorciers. Donc ça se lit hyper rapidement. En plus de ça, j'aime bien le côté du coup remarque de Dumbledore sur les contes en fait justement qui te permettent de les analyser, de bien comprendre la philosophie des contes. Et en plus de ça, ça nous permet d'en apprendre plus sur l'univers des sorciers et les grands événements qui l'ont marqué. Donc je trouve ça vraiment super cool. Et j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Voilà. Alors, du coup, maintenant on va passer aux films. Alors, les 3 films dont je vais vous parler rapidement, c'est 3 films en fait que j'ai revus en fait, c'est pas des découvertes. Et clairement dans ces 3 films, on en a 2 qui font partie de mes favoris et un que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas m'attarder plus que ça parce que je pense de toute façon vous reparler de ces films dans des critiques plus approfondies. Donc le premier film, c'était tout simplement Interstellar de Christopher Nolan, donc film quand même assez connu. Au niveau de l'histoire, ben, c'est un film de science-fiction en fait, ça se passe dans un futur où voilà, la Terre se meurt tout simplement et donc il faut trouver rapidement un moyen ben, d'évacuer la population terrestre dans une autre planète possiblement où elle pourrait vivre. Et donc pour ça en fait la NASA a dans le passé envoyé déjà une équipe d'astronautes pour tout simplement analyser et observer l'espace et essayer de trouver ben, voilà, une planète qui serait potentiellement habitable pour l'être humain. Et du coup, des années après, la NASA du coup reçoit des signaux en fait tout simplement de ces astronautes qui ont été envoyés dans l'espace, leur disant que voilà possiblement il y aurait des planètes qui seraient habitables pour l'être humain. Et du coup, la NASA va tout simplement envoyer une deuxième équipe d'astronautes pour justement voilà, analyser ces planètes qui seraient potentiellement habitables pour l'être humain et choisir tout simplement en fait la plus sûre afin tout simplement de pouvoir ben, évacuer la planète Terre et sauver bah, l'humanité. Du coup, en fait, parmi ces astronautes qui sont envoyés dans la deuxième mission, on retrouve Cooper qui est donc père de famille, donc d'une fille qui s'appelle Murphy et d'un garçon dont je me souviens plus le nom. Et donc voilà, il est contraint de quitter sa famille et ses enfants pour un temps du coup indéterminé, dans le but tout simplement de sauver l'humanité et sa fille Murphy en fait n'arrive pas à se remettre de son départ. Du coup voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui est assez philosophique, qui questionne sur voilà le destin de la Terre, de l'humanité. C'est un film aussi qui questionne sur les relations familiales, enfin j'ai beaucoup aimé ce film là et vraiment je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu. Ensuite, le second film, c'est Ocean's 11, donc encore une fois, film assez connu. Le film démarre avec la sortie de prison en fait, du personnage de Danny Ocean, qui du coup a été arrêté pour vol, il me semble, et dès sa sortie de prison, en fait, il a pour but en fait, de faire un braquage monumental, puisque son but, c'est tout simplement de prendre tout l'argent de 3 casinos. Qui appartiennent tous au même homme, Terry Benedict, et en fait du coup pour constituer, bah, tout simplement pour réaliser ce casse évidemment il a besoin d'une équipe et donc voilà il va d'abord recruter son ami et ensuite de ça tous les deux vont aller rechercher un petit peu les perles rares qui vont leur permettre de réaliser ce casse monumental et du coup voilà après c'est la mise en place de la chose etc. Donc voilà c'est un film que moi j'aime vraiment beaucoup, il fait partie de mes favoris, je l'ai vu plusieurs fois. C'est vraiment un film qui est drôle, il y a de l'action, enfin voilà, c'est juste génial et je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin le dernier film qui est voilà, un film culte, c'est Forrest Gump qui fait clairement partie de mes favoris aussi. Donc c'est un film qui raconte tout simplement la vie de Forrest Gump, donc c'est lui-même qui va nous raconter en fait sa vie.
Et du coup son histoire démarre pratiquement au moment de son premier jour d'école. Et du coup en fait le premier contact avec la société en fait va être très difficile pour Forrest, tout simplement parce qu'il a un handicap mental, puis il a un QI qui est légèrement inférieur à la norme. Et du coup, forcément, il va subir des moqueries, de la violence, etc. Mais c'est aussi pendant ce premier jour d'école qu'il va rencontrer celle qui deviendra sa meilleure amie, la femme de sa vie en fait, Ginny. Et du coup, voilà, le film retrace tout simplement l'histoire de la vie de Forrest Gump et parallèlement à ça, l'histoire en fait des États-Unis à travers de grands événements marquants. Et en fait, ce qui est vraiment génial dans ce film et ce qui fait la force de ce film, c'est que Forrest va à la fois nous raconter donc son histoire et sa vie et celle des États-Unis, avec justement son regard très candide, très naïf, très innocent. Et c'est ça qui fait voilà, vraiment toute la beauté de ce film. Donc voilà, énorme coup de cœur. On passe maintenant à la catégorie un petit peu voilà, produits beauté, maquillage, etc. La première chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement cette crème hydratante. Donc c'est la Reboost de My Clarins. Donc voilà, c'est tout simplement donc, une crème fraîcheur hydratante. Voilà, c'est une crème que moi j'aime beaucoup, je l'applique tous les matins. Ça faisait un moment que je cherchais voilà, une crème qui me convienne comme ça. J'en avais testé plusieurs avant et ça ne fonctionnait pas. Soit ça me donnait des boutons, soit ça me tirait la peau. Et je dois vous avouer que celle-ci me convient vraiment très bien. Alors moi ce que j'aime dans cette crème, c'est qu'elle est vraiment toute simple. C'est pas une crème qui te vend des trucs extraordinaires. En fait, c'est juste une crème hydratante basique, voilà, qui va hydrater la peau, qui va la rendre un peu plus douce peut-être, et surtout, voilà, la rendre confortable et éviter les tiraillements, etc. Et moi, je l'aime beaucoup. En plus de ça, je trouve qu'elles sont hyper bonnes. Voilà, c'est un petit pot comme ça. Au niveau, voilà, je vais vous montrer au niveau de la texture. C'est en fait un peu comme un gel. Et je la trouve super, voilà. Au niveau des ingrédients, ils nous disent que c'est fait à base d'eau de coco, d'extrait de rose des Alpes, de figues, de graines d'acérola, de baie de goji. Voilà. Après par contre, voilà, sachez que si vous avez un peu des problèmes de peau, voilà, ou une peau à tendance grasse, ou au contraire une peau très sèche, je pense pas que ce soit un produit qui vous convienne vraiment, c'est un produit qui convient pour les peaux clairement normales. Ensuite du coup je vais vous parler d'un eyeliner qui finalement n'est pas une nouveauté, hein. C'est un eyeliner qui est très connu mais moi je l'avais jamais testé avant. Il s'agit tout simplement du Tattoo Liner de la marque Kat Von D. Voilà au niveau de la pointe. Donc en fait oui c'est un eyeliner feutre, voilà il a une pointe qui est vachement précise et donc qui permet de faire un trait tout simplement assez précis et de moins se louper. Moi j'aime beaucoup ce produit parce que c'est vraiment un eyeliner qui va être très noir et mat, moi c'est ce que je recherche. J'aime pas trop les eyeliners qui ont un fini un petit peu brillant, moi je préfère quand c'est vraiment bien mat. C'est un eyeliner qui est censé être waterproof et je peux vous garantir qu'il l'est, c'est-à-dire que moi pour l'enlever je suis obligée d'utiliser du démaquillant waterproof. Mon démaquillant classique que j'utilise habituellement ne fonctionne pas. Il tient toute la journée, il fait pas de transfert sur la paupière fixe parce que moi sachant que j'ai des paupières, sachant que moi j'ai des toutes petites paupières mobiles, si ça m'est arrivé plusieurs fois que le liner en fait transfère à la fin de la journée un peu au niveau de la paupière fixe. Ici c'est pas du tout le cas, il bouge pas. Du coup voilà, je vous ai fait un petit trait pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Vous voyez qu'il est vraiment noir et mat. Donc ensuite je voulais vous parler de ce petit produit qui est tout simplement une huile végétale. Il s'agit tout simplement de l'huile de jojoba. Moi je ne connaissais pas du tout. Je connaissais juste l'huile de coco, l'huile d'amande douce, voilà, l'huile d'argan, l'huile de monoï, mais je connaissais pas les huiles un petit peu particulières. Et du coup, en fait, j'ai découvert l'huile de jojoba. En fait, c'est une huile qui a la particularité d'être équilibrante pour la peau, c'est-à-dire qu'en fait, elle va réguler l'excès de sébum sur les cheveux et les peaux mixtes à grasse. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique le soir sur l'ensemble de mon visage. J'en applique une goutte que je répartis sur l'ensemble de mon visage. Et je vois de l'effet, clairement, je trouve que ma peau est en meilleur état, que j'ai moins de boutons, que j'ai moins d'imperfections. Je la trouve hyper agréable et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, je voulais juste vous la présenter. Donc ici, celle-ci, je crois que je l'ai trouvée au magasin Botanique, mais je pense que voilà, vous pouvez trouver ça quand même assez facilement. Et enfin, du coup, je voulais vous parler de cette petite chose-là. Donc c'est tout simplement une brosse en bois. Celle-ci vient de la marque Avril. Au niveau des picots, je vais vous les montrer, ils sont comme ceci. J'avais envie de tester la brosse en bois parce que j'avais entendu dire que finalement ça abîmait moins les cheveux et que ça les cassait moins.
Et du coup voilà, sachant que mon ancienne brosse en fait était dans un état pitoyable, hein, le truc s'était arraché, enfin voilà, il fallait absolument que je la change. Je me suis dit bah tiens, testons la brosse en bois. Et écoute, franchement je la trouve plutôt efficace, elle ne fait pas mal, elle démêle bien, elle casse moins les cheveux en tout cas je trouve. Les picots ont l'air vachement solides, du coup ça c'est bien parce que si jamais voilà, vous avez des cheveux un petit peu difficiles à démêler, moi sachez que j'ai cassé plusieurs picots de brosse comme ça, hein. Donc voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo. Et du coup, en fait, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler donc de la dernière catégorie. Il s'agit de la catégorie Bujo, donc bullet journal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, ce mois-ci, du coup, au mois de mars, j'ai commencé en fait un nouveau bullet journal parce que j'avais fini l'ancien fin février. Et du coup, j'ai dû en commencer un nouveau, logique. Et j'ai choisi de prendre le Rhodia Gold Book. Que je n'avais jamais vraiment testé auparavant. Alors, ce que j'ai aimé dans ce carnet, bah, j'ai aimé pas mal de choses finalement. Donc j'ai aimé le format qui a quelques centimètres en plus d'un format A5. Donc ça pour moi c'est toujours positif parce que j'avais tendance des fois à manquer un petit peu de place sur le A5 classique. J'ai aimé aussi la qualité du papier. Voilà, les pages sont douces, l'écriture glisse. Voilà, c'est quand même un bon papier. J'ai aimé aussi le fait que les pages soient de couleur crème, parce que moi je préfère. Sachez qu'il y a, voilà, il y a deux teams hein, clairement dans le Bujo. Il y a ceux qui aiment les pages vraiment très très blanches, et vraiment très lumineuses, très blanches. Moi je préfère les pages un petit peu crème, un petit peu beige. Je trouve que c'est plus agréable en fait tout simplement. Une autre chose aussi que j'ai bien aimé dans ce carnet, c'est les points. En fait les petits points des pages sont assez discrets, donc ça se fond bien en fait quand on dessine ou quand on écrit. Le nombre de pages aussi, il y a quand même pas mal de pages dans ce carnet, en tout cas plus que sur les autres carnets que j'ai pu voir d'habitude. Mais vous allez voir que ça s'explique par la suite par un point qui n'est pas forcément positif. Ensuite, les pages index, génial, voilà, il y en a plusieurs, elles sont nombreuses, donc ce qui permet de répertorier pas mal de pages de son carnet, donc ça c'est génial. Ensuite, on a aussi donc quelque chose qui peut être soit un point négatif, soit un point positif. Parce qu'on a en fait des pages déjà prêtes de planning et de calendrier. Du coup moi j'en ai fait un point positif parce que je les ai transformés, donc la page de calendrier en fait toute prête, moi j'en ai fait un yearly mood tracker comme j'appelle ça, donc un mood tracker annuel où en fait chaque jour je viens colorier, en fait une case en fonction de comment était mon humeur sur la journée. Et l'autre page du coup toute prête qui était celle du coup du planning annuel, je l'ai transformée en fait en page où tout simplement dans chaque case des mois je note ce que j'ai prévu de faire en fait dans mon bullet journal au niveau des thèmes, des couleurs, etc. Et enfin pour finir avec le positif, c'est un carnet qui comporte 3 marque-pages, donc ça c'est très pratique, hein, voilà, ceux qui font du Bujo le savent. Et en plus de ça, c'est un carnet qui est numéroté. Et ça je vous ai déjà expliqué dans ma première vidéo concernant le Bujo, que c'était quelque chose qui était vraiment génial d'avoir un carnet déjà numéroté. Par contre, du coup au niveau des points négatifs, parce qu'il fallait quand même bien qu'il y en ait un ou deux, je n'aime pas les pages trop fines de ce bullet journal. Je ne saurais pas vous dire à combien il est grammé, mais il me semble que c'est du 90 grammes ou 80 grammes, donc c'est peu. Et le vrai problème en fait pour moi que j'ai découvert, c'est pas tant le fait que les couleurs traversent, parce que finalement, comme le papier en soi est quand même de bonne qualité, même s'il est très fin, ça traverse pas tant que ça au niveau des feutres, tout ça. Par contre, la chose qui traverse beaucoup, c'est les tampons. L'encre de tampon, ça traverse à mort, c'est pas possible. Mais ce qui m'a particulièrement gênée avec la finesse des pages, c'est qu'elles se froissent, mais avec une facilité, mais c'est impressionnant. Si jamais tu fais pas attention, même en tenant bien ta page en gommant ou quoi, tu te retrouves avec un truc tout froissé, et c'est absolument pas... Et après, bonjour pour remettre ça à plat. Donc voilà, ça c'est pas cool. Et le deuxième problème en fait qu'on rencontre à cause de la finesse des pages, c'est lorsque je veux coller quelque chose d'un peu épais, donc comme ça a été le cas pour le papier aquarelle, ça va être la galère après pour écrire par-dessus parce qu'il y a une telle différence entre la finesse de ma page d'origine et ce que je viens de coller. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais voilà, mis à part ça, je suis quand même satisfaite de ce carnet globalement. Franchement, si je devais lui donner une note, je donnerais, allez, peut-être 7 sur 10, parce que c'est quand même un gros problème ce côté finesse des pages, mais mis à part ça, il est vraiment parfait quoi. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas duré 1000 ans aussi surtout. En tout cas, moi sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.